Quelle est la définition du gaz vert? Comment accélérer sa production? C'est notre débat tout de suite avec Patrick Corbin, bonjour. Vous Bonjour. présidez l'Association française du gaz et Xavier Passemard, bonjour. Bonjour. Directeur biométhane chez GRDF. Une définition, tiens, pour commencer. Patrick Corbin, c'est quoi le gaz vert? Le gaz vert, c'est un gaz qui n'émet pas de CO2. Bien entendu, quand on parle de biométhane, il en émet lors de sa combustion, mais en fait, il a été produit par une matière qui a capté quasiment le même CO2 qui a été émis lors de la croissance des plantes qui sont mis dans le méthaniseur pour produire ce biométhane. Donc c'est vraiment 100% la méthanisation, le gaz vert? Ce n'est pas 100% la méthanisation, le gaz vert. En plus du biométhane, il y aura demain la pyrogazéification, où l'on pourra faire du gaz à partir de déchets de type bois de palette ou autre, de gazéification hydrothermale pour des boues, et de manière peut-être encore un peu plus futuriste, certains pensent beaucoup à pouvoir demain récupérer le méthane qui serait transformé depuis des algues. Alors, on va peut-être se concentrer sur ce qui existe effectivement aujourd'hui. Xavier Passemard, c'est quoi les atouts du gaz vert? Alors, les atouts du gaz vert, bien entendu, c'est d'abord de fournir une énergie renouvelable, comme on vient d'en parler, avec, pour vous donner un ordre de grandeur, 10 fois moins de gaz à effet de serre que le gaz fossile. Donc ça, c'est, je dirais, le premier atout. Mais les autres atouts sont tout aussi importants. Il faut savoir que la filière méthanisation qui permet de produire ce biométhane permet de créer des emplois. Une unité de méthanisation, c'est 3-4 emplois systématiquement, en plus des emplois qui sont non délocalisables. Ce sont, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a aujourd'hui autour de la filière 7000 emplois et on estime qu'à l'horizon 2030, il y aura entre 30 et 50 000 emplois supplémentaires. C'est aussi un enjeu en termes d'atouts sur la souveraineté. C'est au lieu d'aller chercher du gaz en Norvège ou en Russie, c'est de produire ce biométhane sur le territoire. C'est aussi une solution de valorisation des déchets pour les territoires. Vous savez que les collectivités ont des enjeux de valorisation des déchets sur les territoires. Et ça apporte une solution pour la valorisation de la matière organique et notamment les biodéchets. Mais surtout, le plus important, c'est pour les agriculteurs. Pour les agriculteurs, c'est un revenu complémentaire qui va stabiliser leurs revenus qui, vous savez, sont très exposés aux aléas du coût des matières premières. C'est aussi des économies d'engrais fossiles, puisque un des coproduits, on a parlé de l'énergie sur la méthanisation, mais la méthanisation, c'est aussi un digestat, c'est une sorte de résidu qui est un fertilisant. Et qu'on peut réutiliser après. Voilà. Donc, il y a énormément, et par rapport à d'autres énergies renouvelables, la méthanisation a cette particularité de non seulement apporter une solution au niveau énergétique, une solution renouvelable, 100% renouvelable, mais aussi d'apporter un soutien aux acteurs du monde agricole dans le cadre de la transition. Est-ce que c'est l'avenir de la filière qui se joue, Patrick Corbin? Parce que le gaz naturel va être progressivement banni des logements neufs. C'est une réforme du gouvernement que vous combattez, que vous critiquez, cette nouvelle réglementation environnementale. Pourquoi vous vous battez contre cette réforme? On voit bien pourquoi, parce que vous représentez la filière du gaz, mais avec quels arguments? Aujourd'hui, nous avons parfaitement compris qu'en 2050, il n'y aurait plus de gaz naturel sur le territoire français. Et donc, aujourd'hui, notre bataille, c'est que le gaz renouvelable remplace peu à peu ce gaz naturel dans les réseaux entre aujourd'hui et 2050. Donc, quand je dis survie de la filière en jeu, c'est vraiment ça? C'est absolument ça. Et pourquoi on se battait? On ne se battait pas pour que le gaz naturel vienne dans le logement neuf. On se battait pour que le biométhane soit reconnu comme une énergie décarbonée pour le logement neuf et permette de continuer à utiliser sa chaudière en souscrivant des contrats d'achat de biométhane. Est-ce que vous obtenez gain de cause sur cet argument? Aujourd'hui, à date, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Mais je vous vois un petit sourire, donc vous êtes optimiste quand même? Vous espérez que ça va passer? Non, on est relativement pessimiste, mais au moment où je vous parle, le décret n'est pas encore paru, même si nous sommes relativement pessimistes. Et
ce qui nous rend optimistes, tout à l'heure, Xavier a indiqué les atouts du biométhane. Ouais. Le biométhane, il a aussi un autre atout. C'est que c'est la seule énergie renouvelable stockable. Et quand on dit énergie renouvelable stockable, ça veut dire énergie renouvelable qu'on peut utiliser quand on en a besoin. Et ça, c'est important pour les pics d'électricité, les pics de consommation d'électricité. Vous dites qu'il y a un risque de rupture d'usage de l'électricité plus important si on bannit le gaz des logements neufs ? Aujourd'hui, quand on parle de pic d'électricité, on parle d'un pic de l'ordre de 95 gigawatts. La pointe du réseau gaz, en plein hiver, c'est 130 gigawatts. Donc vous voyez bien qu'avec ces deux chiffres, si d'un trait de plume, vous bannissez totalement le gaz, eh bien toute cette énergie, il faut bien la produire avec une autre énergie comme l'électricité. Vous voyez bien que le problème devient un peu insoluble. C'est un peu caricatural, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas bannir le gaz comme ça d'un trait de plume. Alors, donc ça suppose un développement rapide de la méthanisation. Ça représente quoi aujourd'hui le gaz vert chez GRDF par rapport au total ? Alors, on va parler du gaz vert dans sa globalité. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a à peu près en France, et d'ailleurs ça fait l'objet de quelques articles sur le sujet, il y a à peu près 1000 méthaniseurs en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une filière, on va dire, un peu ancienne, qui est la filière de méthanisation en cogénération, c'est-à-dire la production d'électricité verte. Celle qui nous intéresse plus particulièrement, nous, au niveau GRDF et les autres opérateurs de réseau, c'est celle qui consiste à transformer ce biogaz en biométhane. C'est une sorte de biogaz sur lequel on a retiré l'eau et le dioxyde de carbone et qu'on injecte dans le réseau et qui vient en remplacement du gaz qu'on importe. Cette filière, elle est plus récente. Les premiers tarifs de soutien public datent de 2011. Et donc aujourd'hui, au moment où on se parle, on a 234 unités de méthanisation. Mais il en faudrait combien ? Non, mais non, ça ne nous dit rien. Il en faudrait combien pour remplacer déjà, les importations de gaz naturel ? Ces 234 unités de méthanisation représentent l'équivalent de 1 million, on parlait des logements neufs, de 1 million de logements neufs chauffés ou potentiellement chauffés par cette énergie. Et il y a un certain nombre de projets, puisque c'est une filière en plein boom. Si vous voulez, il y a l'équivalent de 6 millions, alors je vous parle en équivalent chauffage de logements neufs, il y a l'équivalent de 6 millions de logements chauffés neufs dans la file d'attente des projets qui vont émerger. Donc c'est pour vous montrer, il y a un taux de croissance, le taux de croissance est de 70% depuis 4 ans. D'accord. Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui par rapport au total de la consommation de gaz ? 0,5%. Donc il y a un chantier gigantesque. Et je vous posais cette question parce qu'on a fait un débat d'ailleurs sur ce plateau. Il y a quand même quelques freins à la méthanisation. Il y a des riverains qui disent ça va trop vite, les agriculteurs ne sont pas assez formés, donc il y a des nuisances liées aux méthaniseurs. C'est un enjeu, c'est majeur. Un sujet d'acceptabilité, vous le savez. Alors, ce qu'il faut savoir, je parlais des 1000 méthaniseurs tout à l'heure, il y a très peu de problématiques en réalité une fois que les méthaniseurs sont en place. Pour autant, pour les nouveaux projets, et c'est légitime, c'est une évolution sociétale normale, c'est normal que les gens se posent des questions. Bien sûr. C'est une filière neuve. Et à un moment donné, il faut absolument que les porteurs de projets qui vont sur un territoire, qui vont s'installer sur un territoire, qui vont créer une activité nouvelle, entrent en dialogue avec les riverains. Et quand on parle de professionnalisation, c'est aussi ce dialogue-là qui doit être instauré très rapidement sur les territoires pour convaincre, pour expliquer pourquoi l'opération va faire du sens, quels sont ses bénéfices, mais aussi quelles sont parfois ses nuisances, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a aussi, comme toute activité, mais ce n'est pas lié à la méthanisation, il y a aussi des nuisances à gérer. Mais la clé de tout ça, c'est le dialogue sur le territoire. C'est le dialogue avec les parties prenantes. Et un peu la formation des agriculteurs aussi, parce que c'est un nouveau métier. Alors, c'est un nouveau métier. Vous voyez qu'on est un petit peu à cheval entre le monde de l'agriculture et le monde de l'énergie. Le monde de l'énergie est un monde de spécialistes. Et en effet, il y a une montée en puissance, mais qui est en train de se faire. Il y a un label qui a été mis en place qui s'appelle le Calimeta, qui est un label qui est donné au bureau d'études,
aux constructeurs pour accompagner les porteurs de projets. Mais dans le futur, il y aura aussi des évolutions sur ce domaine-là, avec des formations qui vont être mises en place pour aider les agriculteurs qui existent déjà et qui vont se développer. Mais comme vous l'avez dit, la filière est jeune. Et bien voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, on passe à Smart Ideas. D'ailleurs, on va continuer de parler de la transition énergétique avec Equator.